Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour rencontrer un nouveau professionnel que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, moi c'est Sixtine, je présente ces live métiers avec ma future parce que comme vous le savez, on vous met en relation avec des professionnels et le but c'est vraiment de venir poser toutes vos questions. C'est pour ça que vous avez un chat réservé à ça, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, au contraire, on est vraiment là pour partager, pour apprendre, pour discuter. Donc voilà, soyez tranquille de pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête parce qu'aujourd'hui, justement, on va recevoir un professionnel qui travaille dans le marketing digital. Il s'appelle Johan et juste avant de le rencontrer, on va voir un petit peu le sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez qui s'affiche jusqu'ici. Je pense que Loïc de la régie sera content de voir que je n'ai pas oublié le sommaire. Voilà, donc au début, on va voir en quoi consiste son métier, quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime le moins dans son métier, des anecdotes et enfin terminer avec la carte d'identité des métiers. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire d'où est-ce que vous venez, de quel lycée, de quelle région, ça nous intéresse. Et voilà, sans plus attendre, c'est parti, on va rencontrer Johan. Comment ça va, Johan? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous? Super. Très bien, très très bien. Alors, du coup, tu travailles dans le marketing digital, mais ça paraît un peu flou comme ça, même si on en entend pas mal parler de plus en plus, justement avec l'arrivée un petit peu du numérique. Est-ce que tu peux me résumer de la manière la plus simple possible dans un premier temps, en quoi consiste ton métier? Oui. Alors, le métier du marketing digital, c'est simplement une branche du marketing. Si on devait résumer le marketing assez simplement, ça serait les stratégies mises en œuvre pour mettre en avant un produit ou un service, Ok, globalement, de manière simplifiée. Et donc, le marketing digital, c'est ces stratégies-là qui s'appliquent de différentes manières, mais en tout cas dans l'univers du numérique, alors que ce soit par du graphisme, par la création de sites internet, ce qui est notre cœur de métier chez Digital Power, mmh. ou la publicité, les réseaux sociaux, etc. Ok, donc plein de petites techniques en fait pour pouvoir un petit peu mettre en avant. Donc c'est un petit peu comme dans un magasin, trouver des techniques en fait pour pouvoir plus facilement vendre et mettre en avant, attirer l'œil du client. C'est ça, le but c'est de commercialiser un produit ou un service et qu'au final, on attire la confiance du client. Sans confiance, il n'y a pas d'achat. Et donc, l'objectif, c'est de trouver la bonne formule pour un produit ou un service pour qu'il soit finalement acheté par des utilisateurs ou des consommateurs. Ok, selon toi, c'est quoi la technique? Quels sont vraiment les must-have d'une mise en ligne d'un produit, enfin d'une mise en avant? Pour toi, qu'est-ce que ça va être? C'est beaucoup de choses. Ça dépend du support sur lequel on va faire cette partie marketing. C'est beaucoup mêlé aussi à de la communication. On essaie de jouer sur des leviers qu'on appelle des leviers cognitifs qui vont faire réagir la personne. Donc, la première des choses, il me semble, la base dans ce métier-là, c'est de bien connaître la cible, c'est-à-dire la personne à qui on s'adresse. Alors, Hmm. que ce soit pour nous, en général, on le fait pour des prestations, pour des clients qui, eux, ont eux-mêmes des clients. Donc, nous, on est quelque part un intermédiaire pour faire ce travail marketing. Et donc, l'objectif, c'est de savoir à qui on s'adresse, pour savoir comment on va s'adresser à lui et comment on va lui vendre ce produit de la meilleure des manières pour attirer sa confiance. Ok, là tu parlais de clients. Dans ces cas-là, c'est souvent eux qui viennent te voir pour trouver de l'aide ou est-ce que parfois tu dois aller chercher des clients de ton côté? Comment ça se passe? Les deux, en fait. Les deux. Alors, on est obligé d'appliquer ces principes. Tout le monde est obligé de mettre en place des stratégies marketing pour son entreprise, qu'il soit indépendant, qu'il soit une petite entreprise, une grosse entreprise, parce qu'on a besoin de mettre en avant ses services. On peut avoir le meilleur produit ou le meilleur service du monde, si personne ne le connaît, on ne va pas le vendre. Donc, Hmm. soit on arrive à faire ce travail soi-même euh, sans le vouloir, parfois sans savoir qu'on le fait, mais on le fait tout de même, soit on a les compétences pour, ou on va chercher un professionnel qui a les compétences pour le faire à notre place. Donc là, c'est plutôt notre cas. On le fait pour nous de différentes manières. Ça peut être de la prospection ou simplement la façon dont on va construire nos canaux d'acquisition, c'est-à-dire les endroits numériques ou non par lesquels on va essayer d'attirer des clients. Hmm.
soit on le fait pour le compte de nos clients qui peuvent être soit des indépendants, des personnes qui sont des professions libérales, par exemple des avocats. C'est un métier qu'on retrouve souvent, qui eux sont très compétents dans leur domaine, mais sont beaucoup moins compétents quand il s'agit de se mettre en avant sur la partie commerciale et comment faire en sorte qu'ils aient des clients à défendre. Bien sûr. Donc j'imagine que c'est un petit peu le côté un peu challengeant et le côté non routinier de ton métier, parce que à chaque fois, c'est des nouveaux types de métiers qui viennent te contacter, des nouveaux cas. À chaque fois, j'imagine que... Comment ça se passe du coup? Est-ce que tu es seul dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que tu fais des brainstorming? Enfin, comment là, mettons, tu as quelqu'un qui va venir te voir et qui te demande de mettre en avant... de pouvoir mieux se vendre, entre guillemets, son entreprise. Comment est-ce que... Quelles sont la tâche à suivre? Alors, y a pas de... chaque cas est différent, mais on peut quand même trouver des points communs entre différents cas. Par exemple, dans le secteur d'activité des avocats, on va plus faire ceci ou moins faire cela. C'est pas le même secteur d'activité qu'un plombier, par exemple. Les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Alors nous, le cœur de métier, c'est surtout la création de sites internet. Alors éventuellement, ça peut être aussi la confection d'identités visuelles, c'est-à-dire le logo, les décisions sur les couleurs, sur comment va être établie la charte graphique, la typographie, quelle police utiliser, etc. Ce qui peut paraître être des détails, mais qui est en fait très important parce que c'est l'image de marque, que ce soit pour une personne, on peut parler quand même d'image de marque qui est un indépendant ou une grosse entreprise. Parce que les logos, c'est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, McDonald's, les enfants dès 3 ans retiennent le logo de McDonald's alors qu'ils ne savent pas que c'est McDonald's. Mais ils ont cette identité visuelle dans l'œil et ils savent ce que c'est. D'où l'importance de l'identité visuelle. L'étape d'après, quand on est dans le numérique, c'est de déployer cette identité visuelle donc sur tous les supports. Mais sur le numérique, c'est principalement la base, la création du site Internet, parce que c'est vraiment la plateforme qui appartient au client et avec laquelle il peut communiquer de la manière dont il souhaite, comme il le souhaite, sans être bridé par des mécanismes d'algorithmes comme sur les réseaux sociaux ou par des politiques de restriction, etc., comme on peut trouver sur les réseaux sociaux. Pour donner juste un exemple par rapport à ça, cette plateforme de communication des réseaux sociaux qui peut marcher très bien en fonction de la stratégie du client, elle est à prendre avec des pincettes parce que on est dépendant du formalisme des réseaux sociaux, du contenu qui marche et des politiques de sécurité. Tout ce qu'on poste ne nous appartient plus ou pas tout à fait. Et notre compte est susceptible d'être supprimé à tout moment. L'exemple que je voulais prendre qui est assez parlant, c'est en 2019 quand Instagram a changé son algorithme et a mis en avant plus le contenu vidéo alors qu'à l'origine, mettait beaucoup plus en avant le contenu photographique. Il y a beaucoup de photographes qui se sont retrouvés à perdre énormément de followers et qui avaient focalisé leur stratégie d'acquisition de clients uniquement sur la plateforme Instagram. Et ça marchait très bien pour eux parce qu'il y avait moins de monde sur la plateforme. Le contenu, l'algorithme, il y avait beaucoup moins d'efforts à faire pour être mis en avant et avoir des vues et générer donc ce qu'on appelle des prospects, des clients potentiels qui sont potentiellement intéressés pour les services, qui se transforment par la suite s'ils sont intéressés vraiment par le produit et qu'ils sont convaincus, ils se transforment en clients. Tout ça pour dire que on s'égare un petit peu sur le chemin de la réponse. Tout ça pour dire que vous m'arrêtez si c'est trop long ou si je m'échappe un peu trop dans les réponses. J'essaie d'être le plus clair possible et d'être le plus en même temps le plus construit possible dans la réponse. Et donc tout ça pour dire que il n'y a pas une stratégie type, mais il y a des stratégies qui fonctionnent dans la plupart des cas. Par exemple, donc quand on passe à l'étape de création de site internet, c'est-à-dire qu'on a une plateforme sur laquelle on peut acquérir des clients et sur laquelle on communique comme on veut, de la façon dont on veut et qui nous appartient, avec le contenu qui nous appartient. À ce moment-là, on établit les bases d'une communication sur laquelle peut se greffer d'autres canaux d'acquisition. Les moyens qui marchent bien, c'est des stratégies de communication visuelle avec une hiérarchie visuelle qui va être efficace, avec laquelle on va comprendre tout de suite, quand on est visiteur, de quoi il s'agit, quel est le service proposé, quelle est la promesse, quelle est
la promesse de valeur, la proposition pardon, de valeur que propose le client quand on est visiteur. Et ça nous arrive à tous, par exemple, jeunes ou moins jeunes, on a tous cherché un produit, un service sur Internet, et à l'heure actuelle, en 2023, alors on cherche tous sur Google, 90% de la recherche mondiale, c'est Google. Quand on cherche sur Google, on a envie d'avoir sa réponse rapidement, et la réponse la plus pertinente possible. Et on a pléthore de résultats. Quand on regarde sur Google, le nombre de résultats qui est associé à une recherche, c'est énorme. Donc, voilà, les utilisateurs n'ont pas le temps. Donc, il faut que quand ils cliquent sur un site, ils se chargent rapidement et on sache rapidement de quoi il s'agit. Et si on veut aller plus loin, il faut que rapidement, il y ait ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action, qu'on voit maintenant partout, hein, chez Amazon, dans tous les sites, des boutons qui sont mis en avant pour faire une action, que ce soit appeler, envoyer un message, acheter directement, par exemple. Et voilà, donc ça, c'est des stratégies, par exemple, qu'on peut mettre en place pour tout type de secteur d'activité. Où je vais vous donner un autre exemple qui marche un peu partout, c'est la preuve sociale, parce que la stratégie a pour objectif de faire la vente. La vente ne se fait pas sans confiance. Il y a beaucoup de résultats. Alors, d'une part, il faut réussir à se différencier de la concurrence, certes, mais il faut aussi attirer la confiance par un biais cognitif qui s'appelle la preuve sociale. En fait, simplement, l'humain a tendance à reproduire ce que la masse fait. Donc, si la masse va dans cette direction, inconsciemment, dans le cerveau, on a tendance à penser que c'est la bonne chose à faire, même si ça ne l'est pas forcément. Et la concrétisation directe, l'impact direct de cette stratégie-là, c'est les avis qu'on peut retrouver sur Google, par exemple. Donc, sur un site Internet, on peut mettre en avant les avis qu'on a sur Google d'un client, sur sa fiche Google My Business, ou sur les pages Facebook. Ouais, sur les pages Facebook. Pages professionnelles Instagram. Voilà. Et ça, tout le monde connaît parce que tout le monde ou quasiment utilise ces plateformes-là. Donc, on connaît les avis. Quand on va à un restaurant, par exemple, alors ça, c'est pour les moins jeunes, on a tendance à regarder immédiatement les photos qu'on voit en premier lieu pour voir de quoi il s'agit, éventuellement le menu pour voir à quoi s'attendre, et puis on regarde tout de suite les avis. Est-ce qu'il y a 5 étoiles? Est-ce qu'il y a 3 étoiles? On va rarement aller dans un resto où il y a 3 étoiles d'avis, avec beaucoup de commentaires de gens qui ne sont pas contents, parce qu'on se dit, j'y suis jamais allé, je ne connais pas, mais en tout cas, à première vue, ça n'a pas l'air de confiance. C'est clair, mais c'est ça qui est un peu dommage aussi parfois, parce que peut-être peut y avoir des personnes qui mettent des mauvais avis sur un début de commerce, et ça peut être plus compliqué par la suite, mais j'avoue que je suis la première à regarder quand même les avis, voir le nombre d'étoiles qui sont données, mais c'est vrai que c'est un peu dans tous les domaines maintenant, hein, que ce soit sur les films, les séries, tout ce genre de choses, on a beaucoup de notations au final, hein, et c'est là de voir à quel point ça influe ensuite dans les choix, comme tu dis, un peu ce concept de vraiment suivre comme des moutons les tendances, quoi. Alors, comme des moutons, peut-être pas, parce que c'est dans la plupart des cas, c'est quelque chose d'humain, c'est une réaction tout à fait humaine. Dans la plupart des cas, c'est très bien de suivre la masse c'est de l'instinct survie, en fait. S'il y a un tremblement de terre et tout le monde part dans une direction, on ne va pas aller à l'opposé, parce qu'on se dit qu'à l'opposé, il y a un danger. Donc, bon, après, faut que c'est à prendre avec des pincettes, quand même. La première personne qui court, j'espère qu'elle avait une idée derrière la tête, parce que sinon, dans ces cas-là, ça peut devenir Et donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu rigolo dit comme ça, mais c'est ça, la mise en œuvre alors là, c'est plus spécialement le neuromarketing, donc c'est une catégorie de marketing qui vient utiliser ces leviers inconscients qu'on a et ces ajustements qu'on fait au quotidien sans forcément s'en rendre compte pour déclencher un acte d'achat ou autre, un acte qu'on aurait voulu que... on a des objectifs, par exemple, un client veut des appels, donc on essaie de faire en sorte que le client reçoive plus d'appels. Et on utilise ces leviers-là. Ces outils, ce sont des outils, en fait. Il y a vraiment ce côté dans ton métier aussi, d'un côté création, d'un côté business aussi, commercial, mais en même temps, un côté logique, psychologie humaine, un petit peu pour comprendre un peu mieux les tendances, pour pouvoir au mieux conseiller tes clients. Alors, je te propose, parce que le temps passe malheureusement un peu trop vite, de peut-être lancer la petite vidéo que tu nous as envoyée, si ça te va, ou est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter justement, dans cette vidéo, on pourra voir, donc en fait, cette vidéo va montrer
sur notre site internet. Donc ça fait partie de la preuve sociale, de montrer le résultat que pourrait obtenir le client. Quand le client voit le résultat auquel il pourrait obtenir au moment où il aurait souscrit ou il aurait acheté le produit, il se projette plus et donc il a plus confiance en ce produit-là, il a plus tendance à acheter. Et donc, cette page résume bien ce qu'on vient de dire et ça montre des modèles de site internet qui sont déjà préconçus et qu'on personnalise pour nos clients en fonction de leur situation et des informations qu'ils nous auront données et de leurs objectifs. Donc, la vidéo qu'on va voir va montrer ça. Et dans la plupart des modèles, on va pouvoir voir, alors ça va être très rapide, donc on va pas pouvoir s'y attarder, mais il y a cette fameuse hiérarchie visuelle où on voit tout de suite la marque, la proposition de valeur, un bouton d'appel à l'action, un menu de navigation. Voilà, c'est cette idée-là qui ressort. Ok, on va très bien. Bon, on va regarder la vidéo alors. Ok, bon, bah super. Vous avez pu voir du coup la présentation du site internet et effectivement, il y a plein de différents choix en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour un petit peu commenter tout ça? L'objectif, c'est ça, c'est de donner du choix et en même temps de gagner du temps sur... alors là, ça concerne notre entreprise, hein, mais c'est de gagner du temps dans le processus de décision. Quand un client vient pour une création, parce que quand on parle de création de site internet, on part souvent de zéro. On peut tomber sur des clients qui savent tout de suite ce qu'ils veulent et savent exactement ce qu'ils veulent. Après un échange assez rapide, on arrive à démarrer assez rapidement et arriver à un résultat qui convient au client assez rapidement. Et pour d'autres, c'est pas du tout le cas. Ils savent pas du tout ce qu'ils veulent et il y a énormément d'allers-retours avec des propositions, des retours négatifs ou nuancés, pas forcément négatifs mais pas forcément positifs. Et donc ça prend beaucoup de temps et donc ça fait partie du concept de Digital Power de se baser sur un démarrage de création de site internet à partir de templates, de modèles existants pour que le client puisse se projeter d'une part et d'autre part pour qu'il sache mieux lui-même ce à quoi il peut prétendre et ce qui lui convient le mieux. C'est ce qu'on a vu dans ces vidéos-là. Et les photos, et je ne sais pas si on voit les photos des mock-ups avec les résultats de certains sites internet, ça vient de passer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, ça c'est des exemples de sites internet réalisés. Donc une fois qu'on a le client, là la prestation est finalisée. Alors on voit que la partie accueil, mais on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure avec la hiérarchie de communication, la marque en gros, la proposition de valeur aussi qui est très visible, des boutons d'appel à l'action. Voilà, l'idée c'est... Pardon ? L'importance des couleurs aussi, on voit tout de suite le sujet, on s'imagine très vite de quoi ça va parler. Et effectivement, c'est là que ça marche bien, je trouve, c'est que quand de loin, même sans lire le sujet du site, on comprend globalement, enfin, on fait des suppositions déjà de loin, et c'est là que je pense que c'est bien fait. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on ait le moins d'efforts à faire possible pour comprendre de quoi il s'agit et qu'on ait envie d'aller plus loin, parce que l'objectif aussi, c'est que, en fait, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de vente quand on est sur Internet. On a un certain nombre de visiteurs qui vont tomber sur le site Internet, par exemple, ou autre. Ou ça peut être, c'est le cas aussi pour une publicité ou pour les réseaux sociaux. Donc, on a un certain nombre de visiteurs. Parmi ces visiteurs, il y en a qui vont partir. Donc, ça va se réduire au fur et à mesure qu'on progresse. D'autres vont progresser sur le site Internet. Donc, ils vont rester visiteurs. Ils vont devenir petit à petit prospects. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées par le produit, qui ne vont pas forcément acheter tout de suite. Et puis, il y a un nombre réduit de personnes à la fin de l'entonnoir, ceux qui vont effectivement acheter. Tous les autres, on les a perdus.
Donc l'objectif, c'est de transformer un visiteur et qui passe tout l'entonnoir et qu'il arrive Ouais. en sortie en devenant client. À arriver à bien. OK, bah, très bien, bah, super. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir mettre aussi dans le commentaire, du chat le modérateur ou la modératrice qui est en charge, qui n'hésite pas à mettre le lien de ton site internet. Comme ça, au moins, vous pourrez aller, voir tout ça, Digital Power du coup. Et je te propose qu'on passe à ton parcours. Alors, qu'est-ce que tu as fait après la troisième pour arriver à ce que tu es aujourd'hui? Alors, ce que je suis aujourd'hui. Alors, après la troisième, donc après obtention du brevet, je suis allé au lycée, comme la plupart des étudiants. J'ai choisi un parcours généraliste. Alors, en général, c'était il y a plus de 12 ans, donc à ce moment-là, on choisissait à partir de la première une spécialité scientifique ou économique, sociale, etc., ou plutôt technique. Je me suis dirigé vers la filière scientifique, plutôt généraliste, donc un bac S, qui... alors à l'époque, on me proposait une option qui s'appelait sciences de l'ingénieur. Cette option-là, c'était en gros des cours de mécanique, d'électrique et d'électronique. En OK. plus du cursus classique scientifique. Pas mal, il y avait pas mal de choses du coup. Oui, oui. Moi, c'était quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Alors, pour la petite histoire, j'ai toujours voulu devenir ingénieur en informatique. Donc, en fait, j'ai toujours eu un lien avec le numérique et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est pour ça que j'ai choisi cette filière-là. Donc, j'ai obtenu mon bac scientifique. Par la suite, je suis allé à la fac, ce qui a été, je vais pas dire une catastrophe, mais qui a été une erreur de parcours. Mais c'est pas grave. Alors j'y suis resté, pour tout dire, j'y suis resté 3 mois. Bon, Je c'est suis déjà plus bien. allé en cours après 3 mois. C'est déjà pas mal, 3 mois. Ouais, ça va. Médaille C'était du mérite. une faculté maths informatique. Comme je voulais faire de l'informatique, on m'a conseillé de faire cette faculté maths informatique. Alors qu'en fait, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Ou alors, et non seulement ça correspondait pas du tout, mais le format très très libre de la fac et le format des cours où le prof change tout le temps, on est dans des grands amphithéâtres, ça me Ouais, on est convenait pas du tout. C'est ça qui a fait que je m'en suis sorti très rapidement. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon année de perdue, entre guillemets, que je considère pas du tout comme une année perdue? J'ai passé mon permis, j'ai acheté ma voiture et j'ai trop bien. travaillé. J'ai fait un job étudiant chez Carrefour. Et ce qui m'a permis de faire tout ça, donc permis, voiture, etc. Et en même temps, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire qui correspondrait à ce que j'ai envie de faire plus tard, donc travailler dans l'informatique. C'est là où je me suis dirigé vers l'IUT de Saint-Jérôme. C'est un DUT, donc un diplôme universitaire et technologique. Je pense qu'en troisième, on ne sait pas encore tous ces acronymes-là. Donc Ouais, c'est j'essaie compliqué. donc Même voilà, après, moi, je suis un peu perdue. alors je vais pas m'attarder sur les détails, mais en gros, c'est un intermédiaire entre le BTS, qui est une filière très technique, et la fac, qui est peut-être parfois plus généraliste, où on fait beaucoup de théorie, et dans le technique, on fait beaucoup de pratique. Là, on fait plutôt 50% de pratique, 50% de théorie, avec quand même des emplois du temps très chargés. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait beaucoup de côté pratique. Donc, on pouvait faire ce qu'on appelle des travaux pratiques, TP. Ça existe toujours, les TP, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Voilà, il y en avait beaucoup. Donc, on pouvait mettre en pratique tout de suite les cours qu'on apprenait. Et je trouve que la balance était bien faite. Ça dure 2 ans. Donc, le diplôme, le DUT, dure 2 ans. Et à la suite de ça, je me suis redirigé vers une école d'ingénieur en informatique, donc toujours spécialisé. Dans tous les diplômes, c'était spécialisé électronique, informatique. Et j'ai obtenu mon diplôme. Donc, diplôme d'ingénieur, c'est au bout de 3 ans. Ça fait au total 5 ans, bac plus 5. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique électronique et avec spécialisation pour les systèmes embarqués, c'est-à-dire tous les systèmes qui ne ressemblent pas à des ordinateurs, mais qui en fait sont des ordinateurs, comme les systèmes dans les voitures, dans les avions, dans les bateaux, etc., etc. Les ascenseurs, les systèmes embarqués, etc.
OK, bah, très bien. J'en profite pour, bien vous signifier, si vous n'avez pas vu dans le chat, que Camille, ça y est, nous a rejoint et a bien mis, le lien, Loïc aussi, donc n'hésitez pas à aller, checker, même ouvrir l'onglet sur le côté en attendant et puis à la fin du live, comme ça vous pourrez, aller regarder et du coup, pour continuer, alors ensuite, après tes études, tu as travaillé à Cadarache, c'est ça? J'ai travaillé 3 ans à Cadarache, justement dans la partie système embarqué. Mmh. Le travail consistait principalement à s'occuper de la partie acquisition de données sur une machine. Alors dans Cadarache, j'étais dans l'Institut de recherche par fusion sur la fusion par confinement magnétique. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais pour résumer, c'est la manière qu'a aujourd'hui de fonctionner le Soleil. C'est-à-dire qu'il y a une réaction nucléaire dans le noyau du Soleil qui tente à exploser et qui libère beaucoup d'énergie, mais il y a une attraction, donc un confinement magnétique, une attraction qui fait que cette fusion, elle reste confinée. Donc c'est ça le but de la recherche, c'est de reproduire ce mécanisme-là qui est parfaitement autonome. Et l'objectif, c'est de générer de l'énergie en autonomie, beaucoup d'énergie. Donc on met peu d'énergie en entrée et on sort beaucoup d'énergie en sortie. Okay. Par une réaction à l'intérieur qui est physique, qui met en jeu des atomes. Alors en troisième, on connaît quand même les atomes, les réactions de fission, de fusion, même si vous allez voir ça au lycée, c'est passionnant. Vous allez voir ça au lycée, c'était très intéressant. Moi, la physique me plaît beaucoup, pour la parenthèse. Et donc, pour expliquer pourquoi il y a de la recherche sur ça, c'est qu'à l'heure actuelle, le principe qui libère de l'énergie, c'est un peu l'équivalent, mais on vient diviser des atomes en deux, ça libère de l'énergie. Et le principe de la fusion, c'est justement le contraire. On vient fusionner 2 atomes pour libérer de l'énergie. Voilà. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais il y a plus d'avantages dans la fusion. Bien sûr, ok. Si ça vous intéresse, vous tapez Cadarache sur Internet. Sur Internet et vous verrez la lumière l'énergie des étoiles, ils appellent ça. Ok, bah c'est un nom prometteur. Et après ça, du coup, tu as monté des projets avec des amis avant la création de Digital Power. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous détailler cette partie? Yes. Alors, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'informatique, dans le numérique. Ce que je me suis rendu compte après le diplôme, c'est que je me suis confronté quand même au marché du travail dans ce secteur-là, et ce secteur en fait d'informatique, de développement, alors parce que c'était plutôt du développement informatique, donc dans la tête de l'inconscient collectif, dans la tête de tout le monde, c'est des geeks qui sont derrière un ordinateur et qui font du code toute la journée. C'est un petit peu ça, faut pas se le cacher. Et donc en fait ce monde-là, il a démarré il y a 30 ans. Et c'est un marché très porteur, sauf que il est arrivé au moment où moi je suis sorti du diplôme. Donc il y a 12 ans, il y a pas 12 ans, non. Il y a 7 ans, il est arrivé à maturité, et ce qui fait que le marché du travail est devenu très compliqué. Il y avait peu de perspectives d'évolution en tant que salarié, c'est assez plafonné, ça prend beaucoup de temps. Et en termes d'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est très risqué de se lancer. Il faut un gros capital de départ, il faut embaucher tout de suite pour être compétitif par rapport aux entreprises qui sont déjà sur le marché. Pour dire dans ce domaine-là, donc il y a des grands comptes comme par exemple Cadarache, Airbus. Donc il y a des grosses sociétés qui existent, qui sous-traitent à des grosses sociétés de prestataires dans l'informatique, et ces sociétés de prestataires sous-traitent à d'autres sociétés de prestataires. Donc ce qui fait que c'est très complexe. J'ai pas voulu me diriger dans ça parce que j'ai toujours voulu entreprendre moi, et j'aurais dû passer par du salariat puis de l'entrepreneuriat. Et c'est compliqué, les choses de la vie font que on a une situation de vie au bout de 10 ans de carrière qui fait que c'est difficile de prendre le risque d'entreprendre. C'est pour ça que j'ai pas continué dans cette filière-là. Et avec des amis, on a voulu entreprendre et faire des projets. On a fait un, mais qui malheureusement s'est confronté au Covid en 2020, qui était un service complémentaire. C'était un service globalement de conciergerie. Ça s'appelait OneStay.
qui était un service complémentaire au service d'Airbnb, donc de location court séjour, notamment dans le domaine du tourisme. Mais le Covid a fait que le tourisme s'est effondré, donc on n'a pas continué dans cette direction-là. C'était la pire année pour le tourisme. Ouais, là, c'est terrible. C'est une question de timing, c'est comme ça. Ça fait partie des risques qu'on prend quand on entreprend. Et puis ensuite, j'ai décidé de lancer Digital Power. Alors, les choses de la vie ont fait que on n'était pas dans la même situation et donc on n'a pas pu faire de nouveaux projets ensemble. Et c'est là où j'ai lancé Digital Power sur un concept particulier. Le constat de base est le suivant. C'est que le marché du travail se transforme. Alors, on entend beaucoup parler à la télé depuis des années, depuis l'élection du président Macron, le code du travail a changé, etc. Et il y a les auto-entrepreneurs, ce nouveau statut qui permet d'entreprendre plus ou moins facilement. Et donc, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de salariés, de plus en plus d'entrepreneurs, en tout cas de nouveaux métiers, de nouveaux statuts d'entrepreneurs qui sortent. Il y a aussi, les plus jeunes, ça parle plus parce qu'ils regardent certainement TikTok. Et sur TikTok, il y a des influenceurs. Et donc, ils sont tous à Dubaï, ils ont un métier, ils ont un statut d'entrepreneur un peu particulier. Enfin, voilà. Donc, c'est ce type de nouveaux métiers, de nouveaux entrepreneurs qui existent de plus en plus. C'est un marché qui grandit. Et cette population-là d'indépendants, d'auto-entrepreneurs n'ont pas forcément le budget pour avoir de la visibilité sur Internet, mais en 2023, ils ont la nécessité d'être visibles sur Internet. Et donc, le constat, ça a été de dire, on va leur offrir cette visibilité de manière accessible sur un concept particulier qui leur permet, sur plusieurs offres différentes qui vont différer en fonction de la prestation qui est incluse, évidemment, mais pour une somme accessible à leur budget, ils vont pouvoir bénéficier de services de visibilité de qualité professionnelle qu'ils auraient payé plusieurs milliers d'euros s'ils allaient sur une agence web classique. Bien sûr. Ok, bon, c'est pour ça qu'il faut aller chez Digital Power. C'est entre autres choses, oui. Très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir présenté un peu ton parcours parce que ça peut servir effectivement, comme t'expliquais, l'orientation c'est important. Il ne faut pas avoir peur de perdre entre grands guillemets une année parce que comme tu le dis, au final, tu l'as gagné parce que tu as passé ton permis, tu as eu ta voiture, tu as fait des petits boulots, une première expérience professionnelle. Et au final, si on occupe bien son temps, en soi, c'est jamais vraiment perdu. Et puis, c'est parce qu'il fallait pour que tu prennes le temps de mieux choisir pour repartir et faire un petit centrage sur toi-même. Et du coup, je vais te poser la question, quelles sont les deux choses que tu préfères et les choses que tu aimes le moins? Dans ce que tu préfères, tu m'as dit la nouveauté. Oui, la nouveauté. Quand on entreprend, on a plein de nouveaux, on peut pas appeler ça des nouveaux challenges, mais en tout cas de nouveaux cas de figure, de nouvelles situations qu'il faut traiter. Ce soit de différentes sortes, de par l'activité qu'on mène, ou tout simplement le fait de créer une entreprise et de la faire progresser. Quand on l'a créée, on est à un certain niveau, il y a certaines choses à faire, et puis au fur et à mesure que ça progresse, c'est pour ça que le deuxième point, c'est la progression, on est amené à faire différentes tâches, et l'entreprise a différents besoins pour évoluer en fonction de son échelle sur son marché, en fait. Donc, c'est vraiment les deux points qui sont appréciables quand on est entrepreneur. On le fait peut-être aussi un peu pour ça. Et les deux points que j'aime le moins, les imprévus. Alors forcément, ça induit beaucoup d'imprévus. Et de nature, je suis quelqu'un, alors je pense que c'est propre à moi ou pas, mais ça induit beaucoup d'imprévus. Et il faut savoir réagir parfois très vite à des situations qui peuvent être plus ou moins complexes. C'est pas très agréable. Je suis quelqu'un qui aime bien préparer les choses. Ouais, donc on part en sucette, là, on n'est pas très content. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le temps de la progression, c'est le temps que je fasse les choses. Ça, c'est moi, je suis de nature impatiente et voilà, j'aime quand ça avance vite. Et malheureusement, quand on veut faire les choses bien, ça met du temps. Et voilà. Il y a une certaine frustration par rapport à ça, mais c'est un peu inéluctable. Ouais, voilà, ça fait partie un peu du jeu, quoi. Mais ça, j'imagine que c'est compliqué, donc je comprends. Merci en tout cas de nous avoir montré un peu ces différentes facettes et on va passer à la suite avec les clichés, les anecdotes. Tu m'as dit les agences dans le numérique sont des escrocs. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends souvent? Oui, alors je fais souvent l'analogie avec le métier du bâtiment et en fait, c'est comme partout, il y a des gens qui sont peu scrupuleux.
Mmh. Et malheureusement, ces gens peu scrupuleux ou ces arnaques qu'on peut avoir sur des plateformes en ligne qui vendent qui vantent les mérites d'un service qui est en fait peu qualifié. Alors le marketing, ça peut avoir ces effets pervers-là. Donc faire paraître quelque chose, un produit qui n'est pas qualitatif pour quelque chose de très qualitatif. C'est un peu pareil quand vous allez faire vos courses, vous pouvez avoir un produit avec un super emballage, super joli, très bien fait, très beau branding, mais à l'intérieur, le produit, par exemple, si on parle d'un jus de fruits, on peut avoir 10% du produit, c'est du jus de fruits, le reste, c'est des produits chimiques. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un peu ce concept-là. Et dans le bâtiment, ben voilà, c'est un peu la même chose. Comme c'est quelque chose d'assez technique, pas tout le monde comprend de quoi il retourne dans la prestation. On peut avoir un beau résultat visuellement. Donc sur un site internet, par exemple, on peut avoir visuellement un très beau design, mais derrière le travail qui va être fait sur la partie optimisation des performances pour le référencement, pour l'algorithme Google qui va pas voir la même chose que nous, qui elle va voir des lignes de code successives. Mais si ce travail-là peut être camouflé et la personne ne le voit pas, comme dans le bâtiment, on peut voir un maçon qui va cacher ses erreurs et après on voit les problèmes par la suite, des années plus tard. Et je pense que c'est un petit peu à cause de ça que certaines personnes pensent que, en tout cas c'est un cliché qu'on entend souvent, que les agences de com sont des escrocs et qui prennent beaucoup trop cher pour le travail qu'ils font. Alors que c'est pas vrai. C'est souvent justifié parce que ça met du temps, parce qu'il y a beaucoup d'expertise. Par exemple, sur un site internet, il y a plusieurs métiers qui rentrent en jeu, le web design, le web development, la communication, le marketing, le travail de référencement qui est un vrai métier en soi, et même des parties légales qui sont en lien avec le site internet. Donc voilà, quand on fait du travail de qualité, ça a un coût forcément. Forcément. Et on en arrive du coup, c'est un petit peu relié à la deuxième, au deuxième cliché. Une agence digitale, c'est bien pour les grosses entreprises, mais pas pour nous. Exact. Parce que, alors, c'est vrai que c'est lié au premier cliché, mais ça en est un autre en réalité, parce que c'est souvent basé sur une croyance qui est que on arrive à se débrouiller tout seul. Alors, comme on considère qu'on n'a pas le budget pour ça, parce qu'on considère que faire du marketing, faire de la visibilité en ligne, c'est un coût. À ce moment-là, oui, si on considère que c'est un coût, il faut un budget. On n'a pas forcément de budget à ça, il y a des priorités avant. Et on peut arriver à cette croyance-là de les agences marketing, c'est pas pour nous, c'est pour les grosses boîtes. Alors qu'en réalité, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de faire ce travail-là, et c'est un investissement. On investit pour avoir un retour plus tard. Après, si effectivement on tombe sur quelqu'un qui fait pas bien son travail, ça peut être vrai que du coup, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est-à-dire, on a investi 1000 et on a repris que 500, on a regagné que 500. Effectivement, la balance est négative. Là, c'est pas pertinent de le faire. Bon, en général, on a investi 1000 pour gagner 2000 plus tard, gagner 3000, voilà. Ouais. C'est un exemple assez basique, mais c'est un petit peu ça. Les deux gros clichés que j'entends le plus, c'est ceux-là. Ok, c'est bien de pouvoir un petit peu avoir ton regard sur cela pour un petit peu casser ces clichés et puis comprendre un peu ces nouvelles choses du fait de se dire en fait non, c'est possible comme tu dis. C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on va penser tout de suite, mais c'est tellement important, surtout aujourd'hui avec le numérique qui se déploie totalement, que au final si c'est peut-être un passage un peu obligé, ou du moins le prendre un peu plus en cause, quoi, en conséquence. Ouais. Ensuite, du coup, pour dernière slide, je te propose la carte d'identité, donc les questions auxquelles on n'aura pas forcément répondu. Alors, est-ce que dans le domaine de ton travail, tu as des déplacements professionnels? Oui, ouais. C'est souvent le cas. Principalement, c'est pour aller voir des clients ou faire des rendez-vous de prospection, tout simplement. Ce qui est assez important aussi, je trouve, et ça c'est de manière assez générique dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est arriver à faire des connexions, des partenariats, soit avec d'autres secteurs d'activité, soit en faisant du réseau, simplement pour se faire connaître. Et donc participer à des événements réseau ou faire partie d'un groupe d'affaires, c'est une partie de l'activité de prospection. Plutôt que... Alors, il y a différentes manières de faire de la prospection. On peut passer ses journées à faire des appels téléphoniques. C'est pas forcément pertinent selon les secteurs d'activité, et puis ça ennuie un peu tout le monde.
On peut faire de la publicité, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que le réseautage, la partie networking, c'est vraiment très important. Et donc, ça fait partie des déplacements que je fais régulièrement, y compris ceux avec les déplacements pour les clients et pour les prospects. Ça peut arriver régulièrement aussi, oui. Ok, très bien. Et au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, est-ce que tu es sur une forme assez classique ou c'est plutôt en fonction du rush? Il n'y a pas de classique. Il n'y a pas de classique, ça Il n'y a n'existe. pas de classique, non. Alors, c'est aussi du fait que l'entreprise est assez jeune. Donc, quand on crée une entreprise et qu'on a la volonté de la développer, on ne peut pas se limiter, surtout au démarrage, de faire 8h, 16h, 9h, 18h. C'est pas possible. Alors, effectivement, il y a des horaires d'ouverture pour les clients, entre guillemets, des horaires auxquels on ne répond plus au téléphone. Forcément, on ne va pas répondre au téléphone à un client à 10h du soir, mais il peut arriver qu'on prépare une publication pour le lendemain à 21h parce qu'il y a une urgence, parce que la charge de travail a explosé ou parce qu'il y a un imprévu, justement, qui fait qu'on peut être amené à travailler le soir et le week-end. Et ça peut ne pas donner envie de le dire comme ça, et c'est vrai, parce que c'est pas agréable. On préférerait faire autre chose. Mais créer son entreprise, c'est un investissement dans le temps. La différence avec le salariat, où on va avoir une certaine tranquillité, où ça va être assez plat, et une carrière qui va monter en escalier, comme ça, une progression qui va aller tout doucement sur le fil du temps. Là, la progression peut être beaucoup plus rapide. Elle va être plutôt, en général, exponentielle, c'est-à-dire qu'elle a du temps à démarrer, et puis ensuite, quand ça démarre, plus ça va, moins tu as besoin de faire des efforts pour que ça marche bien. Et l'horizon, l'objectif final, c'est qu'on arrive à un certain point où, par exemple, dans ma société, pour la faire grandir, j'aimerais qu'elle n'ait quasiment plus besoin de moi pour fonctionner comme elle fonctionne. Et ce qui ferait qu'à ce moment-là, j'aurais beaucoup plus de temps et je n'aurais pas forcément à travailler le soir et le week-end. C'est pour ça que je le fais. Si dans ma tête, c'est pas un objectif et que je me dis je vais travailler comme ça toute ma vie, il n'y a pas d'intérêt, on va faire du salariat. Ouais, totalement. Ok, bah, je comprends bien. Et au niveau du relationnel, j'imagine que c'est super important dans ton métier vis-à-vis des clients, vis-à-vis de, comme tu disais, en fait, aller chercher des nouveaux clients, mais aussi les garder, parce que peut-être que y a des clients que tu revois plusieurs fois pour diverses tâches. Comment ça marche? Oui, alors dans notre secteur d'activité, on a de la chance d'être dans le numérique et de ce fait-là, on n'a pas forcément besoin d'avoir une présence physique. Comme aujourd'hui, on est en visio. Alors, on fait régulièrement des visios ou des appels téléphoniques avec nos clients. On peut prendre la main depuis nos ordinateurs sur les ordinateurs des clients s'il faut dépanner certaines choses, ce qui fait gagner du temps et évite les déplacements. Ça, c'est très pratique. Après, une chose à dire sur celui-là, parce que je ne vais pas relancer sur le networking, le réseau, le relationnel, c'est hyper important. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. La relation avec l'extérieur, ça c'est le networking, les partenaires, éventuellement chercher des prospects. Et il y a un relationnel aussi intérieur, entre guillemets, ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est la relation avec le client et la fidélisation. Alors, soit pour le fidéliser et qu'il reste client tel qu'il l'est, soit pour lui vendre d'autres produits aussi par ailleurs. Alors, c'est pas un effet, pas une volonté malsaine de vouloir vendre toujours plus de produits, mais le client peut évoluer quoi qu'il arrive. Surtout quand on est entre professionnels, on travaille qu'avec des professionnels, donc ils ont des entreprises, les entreprises évoluent toujours, donc elles ont d'autres besoins. Et si on peut combler ce besoin-là, ben, il faut y aller, quoi. Tant mieux. Et il faut s'assurer de la satisfaction du client pour pas non plus qu'il s'en aille. Donc, on essaie de proposer des services les plus qualitatifs possibles. Il y a une règle générale qui s'applique, je pense, partout. C'est qu'un client coûte beaucoup plus cher à aller chercher. Un nouveau client coûte beaucoup plus cher à aller chercher que de conserver son client qui est là depuis des années. C'est sûr. Ok, très bien. Et au niveau des langues étrangères, est-ce que ça t'arrive de parler anglais, de démarcher des personnes en anglais, ou c'est pas une obligation s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont nuls en anglais, par exemple? Alors, pour les gens qui regardent, les jeunes gens qui regardent, l'anglais c'est très important pour plein de choses. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ça dépend du métier.
C'est pas Wow. forcément absolument nécessaire, surtout que on est en 2023 et que d'ici 1 ou 2 ans, on aura des plateformes d'intelligence artificielle qui traduiront en live ce qu'on peut dire dans tous les langages de manière très fluide et avec 95% de taux de réussite. Ce Mais qui tu ne veut vas pas plus leur dire donner que... envie d'apprendre l'anglais. Pardon? Tu vas plus leur donner envie d'apprendre l'anglais, là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre l'anglais, parce que c'est pas parce qu'on a une calculatrice qu'il ne faut pas comprendre comment fonctionne le calcul, sinon on ne pourra pas progresser. Il faut quand même une certaine base. Donc le minimum pour moi, c'est d'avoir des bases en anglais, notamment techniques dans le métier qu'on veut faire. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé en anglais, parce que quand on est ingénieur en informatique, toutes les documentations techniques sont en anglais. Je travaille avec des Polonais, avec des Indiens et d'autres personnes. Dans le métier actuellement que je fais, je peux être amené à parler en anglais. C'est un plus, mais comme on s'intéresse au marché francophone et que nos clients aussi, on n'a pas nécessairement besoin au quotidien de l'anglais. Mais on utilise par exemple des outils, et ça c'est très pratique, qui sont complètement en anglais. Et du coup, si on les comprend pas, on peut pas les utiliser. Et on trouve pas ces outils en français parce qu'ils sont faits soit en Amérique, soit dans un pays anglophone. Et donc, si on ne sait pas parler anglais, ben, on n'aura pas la possibilité de les utiliser. Ok, bon, apprenez l'anglais. Voilà. Apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais, même une deuxième langue, si possible. Comme ça servira toujours, même pendant vos voyages, vos loisirs, pas de souci. Et enfin, dernière question, l'environnement de travail, est-ce que tu travailles depuis chez toi? Est-ce que tu as des bureaux? Où est-ce que tu es? Alors, la plupart du temps, c'est même quasiment tout le temps, c'est du télétravail. Alors, j'ai mon installation qui est à la maison, ce qui est très pratique, et ce qui fait partie aussi du concept du 100% numérique, parce que on a la particularité d'être une agence 100% digitale. Toutes les souscriptions de nos clients se font sur notre site internet 100% en ligne, les échanges aussi en général. Alors, mis à part la partie dont on parlait tout à l'heure de prospection, de relations, etc., la plupart des choses se font 100% en ligne parce que c'est pas nécessaire à la vente du produit. C'est plus nécessaire en tout cas. Et ça se retrouve, et là effectivement c'est une charge de payer des bureaux ou de payer une agence qui a pignon sur rue dans des coins très huppés, et ça se retrouve dans le prix du produit sans apporter de valeur ajoutée au produit. Et donc ça fait partie des choses qui sont mises en place pour réduire un maximum. Et aujourd'hui, et on l'a vu depuis le Covid, le télétravail marche très bien et on peut travailler en collaboration avec des partenaires, des sous-traitants, et même peut-être à l'avenir des employés. On peut parfaitement travailler à distance de manière très fluide et très efficiente et efficace de cette manière-là. Totalement. Ok, bah, très bien. Et ben écoute, on arrive déjà à la fin de ce live métier. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Oui, j'en aurais plusieurs, mais je vais m'en concentrer sur un. Parce que mon parcours, parce que c'est ça qui intéresse le plus là tout de suite. Si vous m'avez dit que c'était en troisième, la plupart des auditeurs là qui nous écoutent actuellement, il faut pas avoir peur du travail, il faut bosser et il faut pas lâcher l'affaire. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a permis de rester sur le marché des études. Sinon, j'aurais pu abandonner très vite parce que c'est vrai que c'est décourageant. Le système éducatif français fait qu'il y a des formations qui ont plein de côtés rébarbatifs. Mais il faut bosser et il faut surtout faire plein de choses. Faut pas hésiter quand on est assez jeune pour prendre son temps libre et faire plein de choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'amuser. Il faut s'amuser, il y a aucun problème. Il faut se divertir, il faut avoir des activités ailleurs. Mais ça, c'est hyper important de prendre du temps pour savoir ce qu'on va faire plus tard, de bosser pour y arriver, de bosser beaucoup pour y arriver et d'essayer plein de choses. Parce que moi, par exemple, pour mon cas personnel, j'ai été mal conseillé. J'ai dû chercher beaucoup pour trouver ce qui me plaisait et trouver la filière que j'ai choisie, au final, qui m'a convenu. Et j'ai pas compté sur l'école. Quand j'ai compté sur l'école pour me le dire, ça s'est pas bien passé. Alors peut-être que c'est que mon cas personnel, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans cette situation-là, à ne pas savoir quoi faire et à être mal orientées. Donc voilà, il faut que ce soit votre projet à vous. Ne vous laissez pas influencer trop. Alors forcément, on se fait toujours influencer parce qu'on a confiance en certaines personnes, en des professeurs ou en nos parents qui nous disent ceci, cela. Mais il faut quand même que vous soyez vous convaincus et que vous ayez
vous alliez vous faire l'effort d'aller chercher l'information et d'aller voir une journée porte ouverte par exemple, d'aller voir comment ça se passe concrètement, est-ce que je peux me projeter, est-ce que ça va me plaire, ce que je vais faire. Et c'est comme ça que moi j'y suis arrivé en tout cas. Après chacun sa recette, mais je vous donne la mienne. Ok, bon, en tout cas, encore merci Johan de bien avoir voulu jouer le jeu et nous accorder cette petite heure pour discuter un peu de ton métier et de ton parcours. Je pense que ça restera ancré, en tout cas dans les mémoires. Il faut apprendre l'anglais. Moi, j'en retiens plein de choses, j'ai appris plein de choses. Donc, ça fait toujours super plaisir de faire des live métiers sur des métiers aussi passionnants et avec des personnes passionnantes à écouter pour en parler. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain live métier. Le prochain live métier justement cet après-midi. Donc, on vous invite à nous retrouver pour découvrir un nouveau métier ensemble tout à l'heure. Et puis, écoute, Johan, et à tous aussi, je vous souhaite une très bonne journée et encore merci pour votre écoute. Au revoir. Également, merci de m'avoir écouté et de